Seconde partie de notre grand oral sur i24 News. Si vous nous rejoignez ce soir, c'est l'écrivain Jacques Attali qui est avec nous à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, Le Monde, mode d'emploi, comprendre, prévoir, agir et protéger. C'est paru chez Flammarion, toujours en duplex avec moi depuis Paris pour interroger Jacques Attali, Barbara Lefebvre, enseignante lycéiste, ainsi que Yves Deray, rédacteur en chef de Forbes France. Dans un instant, on poursuivra l'étude, si je puis dire, de cet ouvrage Jacques Attali. Mais d'abord, j'ai deux questions sur l'actualité à vous poser. La première, Jacques Attali, concerne un rendez-vous, celui de la gauche anti-Mélenchon qui s'est réunie ce week-end à Montpellier. On y a vu Anne Hidalgo, Benoît Hamon, Carole Delga, avec un objectif, fédérer ceux qui critiquent l'accord entre les partis de gauche qui a donné vie à la NUPES. Vous qui avez connu, Jacques Attali, les grandes heures du Parti socialiste avec François Mitterrand, une autre gauche hors NUPES a-t-elle encore une place, et une place en vue de 2027 ? Oui, je pense que oui. C'est pas anti-Mélenchon. Il y a beaucoup de choses extraordinairement positives, de mon point de vue, dans le programme LFI, même si je dirais en quoi je ne suis pas d'accord sur des choses essentielles dans ce programme. Donc, il ne faut pas être anti. Simplement, il y a toujours eu deux tendances dans la gauche. Dans les années 70-80, c'était le Parti socialiste et le Parti communiste. Et le Parti communiste traitait le Parti socialiste de social traître à tous les jours. Chaque fois que le Parti socialiste essayait de s'exprimer. On voit comment ça a fini. Le Parti communiste s'est effondré, le Parti socialiste a gagné les élections. L'histoire a montré que quand le parti de gauche extrême est plus fort que le parti de gauche social-démocrate, la gauche ne peut pas gagner. Les prochaines élections européennes, dans les sondages, montrent qu'une gauche qu'on dirait désunie, mais une gauche que je dirais... je ne veux pas employer le mot de libérer, ça me paraîtrait excessif, mais une gauche qui irait chacun au combat ou à l'élection en étant séparés, fait 35% des voix dans le dernier sondage, alors que rassemblée dans l'alliance actuelle, elle fait 25. Bon, 35, ça ne suffira pas, mais dans cette hypothèse, le Parti socialiste et où les écologistes font chacun plus que la LFI. En tout cas, c'est pas hors de portée que cela arrive. Ça changerait tout. Si un parti de gauche, de gouvernement, pro-européen, car c'est la clé, clairement laïque, car c'est aussi la clé, qui sont à mon avis les deux points de clivage essentiels dans les ambiguïtés de LFI, pro-européen et laïque, et je pense qu'il y a une majorité de gens de gauche en faveur de ça, qui se sont ralliés à la NUPES parce qu'il n'y avait rien d'autre. Je pense qu'il n'est pas exclu que dans ce cas-là, une partie de ceux qui ont rallié Emmanuel Macron parce que il ne voulait pas d'une gauche qu'il ressentait comme anti-laïque et anti-européenne, je caricature un peu, mais c'est ce que beaucoup de gens ont ressenti, que beaucoup de gens dans les élections à venir, dans lesquelles l'actuel président de la République ne sera pas présent, pourraient rejoindre un pôle social-démocrate. Maintenant, pour moi, ce n'est pas une question de personne. Alors justement, ce n'est pas le sujet. Et pour moi, le sujet, c'est ce que fait très bien, malheureusement, le Front National, qui s'appelle autrement, mais peu importe, c'est le Front National, le Rassemblement National, c'est la même chose. C'est-à-dire réfléchir à des projets, à des propositions. J'attends de ce Parti socialiste renouveau, c'est un oxymore pour l'instant, hein, Parti socialiste renouveau, enfin ça peut devenir, qu'il fasse tout au long de l'année 2023, 2024, 2025, 2026, des grands colloques sur la retraite, le logement, l'environnement, la fiscalité, l'éducation, la santé, et qu'à partir de ces colloques, il élabore un programme. La question du candidat, on verra en 2027, mais j'attends qu'il réfléchisse à des grandes solutions en étant studieux et lucide, réaliste et compétent. Donc d'abord, des idées à défendre. Ma seconde question, Jacques Attali, vous l'avez d'une certaine manière anticipée. Je voulais vous interroger sur l'autre extrême de l'échiquier politique. Depuis une semaine, la classe politique réagit à cette phrase d'Elisabeth Borne qui a dénoncé l'héritage de Pétain du Rassemblement national. Pour vous, ce parti est-il l'héritier de Pétain ?
D'abord, la Première ministre a réagi en approuvant une formule du journaliste qui était en face d'elle. Mais elle a eu raison. À mon avis, elle a eu raison. Quand on regarde l'histoire, le Front National, en changeant son nom en Rassemblement National, n'a rien changé. En 1936, Pétain avait appelé au Rassemblement National. En 1941, DA, rallié au Maréchal, avait créé un parti qui s'appelait le Rassemblement National et Populaire. Donc, elle se cache derrière son petit doigt. Et tous les anciens qui se réjouissent de ces mouvements, qui sont toujours là, se réjouissent de voir que tout le monde a gobé cette fausse mutation. Elle ne renonce pas à ses racines. La meilleure façon de renoncer à ses racines, c'est de quitter le parti et d'en faire un autre. Tout à fait un autre. C'est pas le cas. Bon. Donc, c'est les mêmes, toujours les mêmes, qui sont tapis dans un coin et qui attendent de revenir. Et sont les mêmes qu'on voit aujourd'hui approuver M. Orban et le défendre de toutes les façons, qui lui est clairement un gouvernement dont on peut douter du caractère démocratique et du caractère laïque. Douter, c'est c'est un euphémisme. Donc, oui, les racines sont toujours là. Les racines de Pétain, donc. Pour reprendre également l'expression du journaliste. Jacques Attali, je vais maintenant redonner la parole à nos journalistes à Paris. Yves Deray. Oui, deux questions, Jacques Attali, bonsoir, qui sont liées au sujet que vient d'aborder Benjamin. Et sur la première question, c'est aussi lié à votre réponse. J'ai entendu, vous avez signalé, insisté sur le fait que Emmanuel Macron ne sera pas candidat en 2027, évidemment, il ne le sera pas. Et donc, est-ce que ce que vous imaginez comme scénario, c'est-à-dire quand même des électeurs ex-macronistes qui pourraient rejoindre un pôle social-démocrate, c'est justement lié au fait que Emmanuel Macron ne sera plus candidat et que donc ce sera en même temps, pour utiliser sa formule, la fin du macronisme. L'après Emmanuel Macron, c'est la fin du macronisme ? Le macronisme, par définition, est lié à une personne. Au-delà, ce sera autre chose. Ça sera peut-être Édouard Philippe, ça sera peut-être... je ne vais pas faire la liste des prétendants, ils sont nombreux, il y a des gens de talent. Mais clairement, tous les gens de talent aujourd'hui qui s'expriment, en tout cas pour ceux ça veut dire qu'on revient... sont de droite. Sont de centre-droit. Droite ou centre-droit. J'ai beaucoup de respect et je trouve qu'il a relativement très bien réussi, Édouard Philippe, dont d'ailleurs que je connais très bien. Mais c'est un homme qui ne cache pas ses origines et son sentiment de centre-droit. Donc, et tous les autres candidats aujourd'hui qui s'annoncent correspondent à cette tendance. Donc en même temps, française montre que parfois les idéologies... D'accord, mais le gaullisme, par exemple, a survécu au général de Gaulle. Donc il peut arriver... Pourquoi pas que le « en même temps » macroniste lui survive et que quelqu'un d'autre l'incarne. Ça pourrait être possible. Oui, mais on aura certainement... D'abord, permettez-moi de dire que la période historique n'est pas la même et que le général de Gaulle a occupé le devant de l'histoire de France pendant plus de 30 ans, enfin près de 30 ans, puisqu'il a été... il apparaît dans l'histoire de France en 1939-40 et il y reste jusqu'en 1969. Donc c'est une période vaguement plus longue que celle dans laquelle s'inscrit l'actuel président de la République, et dans des conditions beaucoup plus historiques et tragiques. Donc ce n'est pas le même contexte. Mais il est vraisemblable d'ailleurs que des candidats se réfèrent à lui le moment venu. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans son bilan qui seront certainement considérées à juste titre comme des succès et qu'ils voudront en profiter, oui, sans aucun doute. Yves, vous aviez une seconde question. Oui, vous parliez tout à l'heure du Rassemblement national. Il y a comme ça une petite musique actuellement qui est que, ma foi, les extrêmes droites progressent beaucoup en Europe, et notamment en France, que le Front National, le Rassemblement national progresse aussi, que la présidentiabilité de sa présidente Marine Le Pen augmente, sondage après sondage, et qu'il y a donc une sorte de fatalité à voir arriver au pouvoir ce parti, cette fois-ci, en 2027. Alors, est-ce que vous participez de ce mouvement-là de fatalité, ou est-ce qu'au contraire, comme vous le faites dans votre livre, face aux tragédies qui s'annoncent, là aussi, vous pensez qu'il y a un chemin qui permettrait
d'éviter l'arrivée, l'accession au pouvoir du Rassemblement national? Si on se réfère aux prédictions, aux prévisions que j'essaye de faire dans mon livre, tout ce qu'elle incarne, tout ce que ce parti incarne s'inscrit dans la catastrophe. Parce que l'Europe ne pourra s'en sortir que rassemblée, et elle est contre, avec des réformes agricoles, écologiques majeures, et elle est contre, avec une défense absolue de la liberté de penser et de la démocratie, et je ne la vois pas l'approuver dans les propositions que je fais, avec une absence totale de réflexion sur les grands enjeux dont je parle dans mon livre, en particulier en matière d'artificialisation, d'écologie et de refus de la construction européenne. À l'échelle mondiale, c'est pour ça que j'appelle mon livre Mode d'emploi, à l'échelle mondiale, si nous sommes divisés, si la France va au combat tout seul, elle est perdue. Elle est perdue. Son niveau de vie va s'effondrer. Les classes moyennes, qui sont aujourd'hui les grandes victimes, et je montre dans mon livre que les classes moyennes sont non seulement les victimes actuelles, mais seront encore plus les classes moyennes, les victimes des 30 prochaines années, pour des raisons d'évolution technologique. L'intelligence artificielle va balayer une grande partie, pourrait balayer une partie des classes moyennes. Je ne vois rien qui s'inscrive dans la réaction nécessaire, autrement que de façon démagogique, dans les propositions de ces personnes. Donc pour moi, elle est non seulement éthiquement inacceptable, mais elle est inacceptable pour des raisons européennes, qui ne sont pas une idéologie européenne purement fantasmée, parce que c'est la seule condition de survie de la puissance française, en s'inscrivant dans un monde de 9 milliards d'habitants. Si on n'est pas rassemblés en Europe, on n'arrivera à rien. Et à rien, et sinon au déclin, et en particulier au déclin de ceux qui sont ses propres mandants. Moi, j'ai souvenir très souvent d'avoir proposé des choses qui étaient au bénéfice de personnes qui ne voyaient pas que c'était à leur intérêt, et qui ensuite sont venues me voir en me disant « Ah, si on avait fait ce que vous avez proposé, nous n'en serions pas là. » C'est ce qui est en train de se préparer pour ceux qui s'apprêtent à rejoindre ce parti sur le seul argument « On a tout essayé sauf eux ». C'est pas vrai, on n'a pas tout essayé. On n'a pas essayé le grand virage dont je parle, l'économie de la vie, c'est-à-dire mettre tout le paquet sur la santé, l'éducation, les énergies renouvelables, la démocratie, la sécurité, l'eau, l'alimentation saine, et contre l'économie de la mort, les énergies fossiles, le textile artificiel, les sucres artificiels, la mauvaise bouffe, et tout ce qui va avec le plastique et toute cette mauvaise qualité de vie qu'on laisse s'installer, qui est mortelle. Il faut combattre l'économie de la mort, il faut développer l'économie de la vie. Je n'entends pas personne dans le Front National ou au Rassemblement National se faire l'agent de cela. Alors, dans mon livre, j'explique aussi que si on veut éviter que nous soyons, comme tous les pays du Nord, l'objet d'une migration majeure des pays du Sud, il faut à tout prix les aider à se développer et à tout prix lutter d'urgence contre le réchauffement climatique qui va, je l'explique dans mon livre, faire bouger 2 milliards de personnes. 2 milliards de personnes. Ce n'est pas en mettant le doigt dans le trou d'une digue qu'on va l'empêcher. C'est en ayant des actions majeures sur le développement de l'Afrique, des actions majeures pour une meilleure intégration de ceux qui sont chez nous. Alors, je précise qu'il nous reste un petit peu plus de 10 minutes. Barbara Lefebvre. Oui, mais alors, Monsieur Attali, vous faites ici, on pourrait dire d'ailleurs, une forme de on pourrait même sur Jean-Luc Mélenchon, ce serait une forme de procès d'intention, puisque de toute façon, ces gens-là n'ont pour l'instant que des programmes sur lesquels ils se présentent comme candidats, mais pour l'instant, ils n'ont pas été élus et ils ne peuvent pas donc appliquer leur programme. En revanche, le programme de M. Macron en 2017, on le connaissait. Il avait même été ministre de l'économie sous François Hollande et à l'initiative de bien des mesures assez néolibérales de François Hollande, tout à fait anti-classe moyenne et absolument pas écologique non plus. Donc le bilan aujourd'hui qu'on peut faire d'une politique, c'est le bilan de M. Macron. Et alors là, je ne vois pas bien où est, dans l'action de M. Macron, à part quelques gesticulations écologiques, la question de la promotion de l'économie de la vie. Quand vous voyez son ministre de l'Agriculture pro-chasse,
pro-agriculture intensive, favorable à tout ce qui peut être la valorisation du productivisme agricole et qui conspue systématiquement tous les véganes en les faisant passer pour des éco-terroristes, je pense que là, le bilan de M. Macron concernant la promotion de l'économie de la vie, on n'y est pas non plus du tout. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je ne suis pas ici pour le défendre. Non. Je suis ici pour parler de mon livre. J'ai souhaité qu'il soit élu. Je ne voyais pas de raison pour qu'il ne soit pas réélu dans la mesure où le programme de la gauche ne représentait pas ce que je souhaitais, en particulier en matière de laïcité et d'Europe. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis content de tout ce qui se passe. Loin de là. Je suis ici pour vous dire qu'il faut faire un grand virage rapide vers l'économie de la vie. Immenses mouvements qui, encore une fois, ne sont pas faits du tout, ni aux États-Unis, ni en Europe, ni en France. Et je rêverais d'entendre le président de la République française, d'entendre les patrons des grandes entreprises françaises dire « Je soutiens l'économie de la vie, je veux à tout prix faire un grand virage vers l'économie de la vie ». Je rêverais de l'entendre, mais je n'entends pas. Barbara. Je peux être contre tout le monde sans difficulté, vous savez. Juste un point, c'est la liberté vous avez raison. intellectuelle. Non mais je me doute. Tout à fait. Mais je vous rejoins sur la question de la laïcité, par exemple. On pouvait ne pas se reconnaître dans le programme de M. Mélenchon. Mais en revanche, sur cette question d'économie de la vie, il y a des éléments du programme des écologistes ou qu'on retrouvait dans la France Insoumise qui vont plutôt dans votre sens. Et je pense que d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que... et donc, vous voyez, quelle est la vraie... 70% de ce programme qui me paraît formidable. Quelle est la vraie priorité demain, l'humanité... Voilà, mais l'humanité disparaîtra demain et je peux vous dire, et vous le savez bien, la laïcité nous fera une belle jambe d'avoir préservé la laïcité républicaine et Dieu sait si j'y suis attachée, mais si on ne peut plus respirer et si nos enfants sont condamnés à disparaître parce que les forêts auront disparu, que les abeilles auront disparu et qu'on n'aura plus qu'à vivre avec des objets hybrides et les puces de M. Elon Musk, qui à mes yeux est l'homme le plus dangereux du monde aujourd'hui, dans le cerveau, je vais vous dire, la laïcité, c'était peut-être pas la priorité des priorités. C'est pourquoi j'insiste beaucoup dans l'économie de la vie sur l'importance d'une mutation vers les secteurs essentiels dans lesquels vous n'avez pas cité la santé et l'éducation, parce qu'une société où il n'y aurait pas d'éducation serait encore une société barbare. Et dans l'éducation, on retrouve la laïcité comme une des dimensions de l'éducation. Vous avez une réponse à votre question, Barbara. Il nous reste un petit peu plus de 6 minutes. Jacques Attali, je voudrais qu'on revienne maintenant. Oui, je vous rejoins. Il faudrait insérer dans les programmes scolaires la question, juste un point, il faudrait insérer, et vous le proposez d'ailleurs dans votre ouvrage précédent, mais insérer dans l'éducation, les programmes d'éducation, la question de l'éthique animale. On avait parlé d'ailleurs dans une précédente émission. On l'avait évoqué ensemble avec Jacques Attali la dernière fois qu'il était venu justement pour en parler. Jacques Attali, je voudrais qu'on reparle maintenant de votre ouvrage parce qu'il nous reste un petit peu plus de 5 minutes pour conclure cette émission. Et vous parlez notamment, pour revenir sur l'expression de cœur qui revient beaucoup dans cet ouvrage, de cœur, autrement dit de puissance, qui servirait de leader. Dans l'un des chapitres, vous parlez d'une puissance qui pourrait naître. Alors vous allez me dire, je reviens encore sur mes thématiques préférées, mais vous les connaissez. Vous parlez du Moyen-Orient. L'ensemble des pays du Golfe, écrivez-vous, s'uniront du Soudan, l'Iran, l'Arabie Saoudite à Israël et deviendront une puissance considérable. Ce que vous écrivez là va un petit peu à l'encontre de toutes les prédictions catastrophistes autour de l'avenir du Proche et du Moyen-Orient. Non, c'est une hypothèse très vraisemblable et beaucoup de dirigeants éclairés de la région, qu'il s'agisse de certains en Israël, pas l'actuel Premier ministre dont on sait que je ne partage pas les idées, certains dans les États du Moyen-Orient rêvent et travaille à un Moyen-Orient qui, en 2030-2040, rassemblerait 300 à 400 millions de personnes dans une évolution vers une société plus démocratique et intégrée avec un marché commun et bien plus. Ils en ont tous les moyens. Cette région a l'intelligence, les ressources naturelles, les moyens financiers. Elle a tous les moyens d'être un des quasi-cœurs. C'est ça que je pense qu'on entre dans une période où il n'y aura pas de cœur, mais il y aura des cœurs juxtaposés, qui est à la fois bien en termes de balance de pouvoir et dangereux parce qu'on risque de se trouver dans une situation qui ne ressemble pas ni à la fin de l'Empire britannique, à la fin du XIXe siècle, ni à la fin de l'Empire hollandais, à la fin du XVIIIe siècle, mais plutôt à la fin de l'Empire romain où il y a eu un soi-disant désordre, mais où il y a eu une période où il n'y avait pas de système dominant. Et donc on n'aura ni un G20 ni un G7, mais un G0 où le risque seront le chaos, l'absence d'état de droit et l'accélération des suicides
dont je parlais tout à l'heure, par le climat, par l'artificialisation, par la guerre, même si les dettes publiques, je rappelle que la dette publique américaine, c'est le tiers du PIB mondial aujourd'hui, c'est totalement fou. Sur la région, Sur vous la dites, région, vous la dites, région vous ne a partagez tous les pas moyens. les positions du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pourquoi pas? Mais c'est lui l'un des artisans des accords d'Abraham, pour le coup. Je ne partage pas sa politique actuelle. Je pense qu'il, je l'ai dit, je vais le répéter si vous le souhaitez, mais je le dis que la politique actuelle crée les conditions pour mettre un jour Israël en situation de devoir affronter des dirigeants palestiniens qui auront renoncé aux deux États pour demander un État unique, plaçant immédiatement l'État d'Israël en situation d'apartheid, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais qui le serait si les Palestiniens entraient dans une logique d'État unique. Et dans ce cas-là, l'engrenage pourrait devenir mortel pour l'existence même d'un État israélien. L'État d'Israël serait en danger dans ces conditions-là? Oui. Je ne suis pas le seul à le penser. Beaucoup de gens en Israël le pensent. Plus de la moitié du pays, je pense comme moi. On l'a vu en effet encore hier soir lors de manifestations. Dans les 4 minutes qui nous restent, peut-être une question, Yves Doré. Que j'encourage absolument. Vous encouragez les manifestations? Jacques Attali, pour revenir sur votre question du cœur et justement de cette région dont on parle, qui est d'ailleurs partie prenante dans ces accords d'Abraham cités par Benjamin, est-ce que Dubaï ne pourrait pas être, au fond, le cœur dont vous parlez de demain? Parce que ce petit État est un État un peu mondialisé, où le monde entier circule, qui est proche, on le sait, des 4 coins du monde en avion, sauf peut-être du continent américain, où il y a un dynamisme économique assez incroyable et qui arrive à lui seul quasiment à faire bouger toute la région et même des pays aussi conservateurs que l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui se sentent obligés aujourd'hui de courir après Dubaï pour ne pas être complètement dépassés. Donc est-ce que c'est pas finalement par là-bas que ça se passe, l'avenir du monde? Oui, ça se passe. Il y a une émulation très positive. Pensez-vous de Dubaï? Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Arabie Saoudite court après. Oui, d'abord, c'est pas la capitale des Émirats qui, comme vous savez, est à Abu Dhabi. Donc, mais le cœur n'est pas toujours la capitale. Donc c'est possible. Moi, j'avais fait un rêve qu'on m'a beaucoup reproché parce qu'on l'avait caricaturé. Donc je vais le redire d'une façon aussi explicite que possible. J'avais dit, les cœurs tournent autour de la planète. Et se déplace de plus en plus vers l'ouest. Arrivant en Chine, on pourrait imaginer que le cœur suivant soit en effet au Moyen-Orient, et pourquoi pas, dans une situation eschatologique, à Jérusalem. Mais pour cela, on m'avait reproché, quand j'avais écrit ça d'une parfaite bonne foi, de dire, vous voyez, il veut que les Juifs dominent le monde, que la capitale de l'État d'Israël soit la capitale du monde, et que donc son gouvernement mondial... C'est fantasme et qui court encore dans beaucoup de médias. J'avais émis cette hypothèse en disant dans une hypothèse irénique, vraiment irénique, on peut imaginer que Jérusalem soit un lieu de rassemblement, de regroupement, qu'une partie de Jérusalem ne soit plus soit une ville internationale de statut planétaire, comme une partie de New York avec les Nations Unies. Voilà. Maintenant, Dubaï, oui, a vocation à être un lieu puissant, elle l'est déjà aujourd'hui. Je pense que l'Iran aura, lorsqu'on sera débarrassé de ces barbares, aussi son mot à dire. L'Arabie Saoudite, à mon avis, a plus encore de moyens de population et de drive, mais c'est une émulation très saine entre ces pays qui veulent évoluer vers la modernité, y compris en intégrant les femmes à une vitesse folle que malheureusement je ne retrouve pas non plus totalement dans une partie de la société israélienne. Et cette émulation est très positive. Jacques Attali, une ultime question en 1 minute. Je vais vous demander d'y répondre. Il y a quelques semaines, sur votre site internet, vous avez écrit un article assez alarmiste. Une crise financière mondiale s'annonce, écriviez-vous, pour le mois d'août au plus tard. Et vous précisiez tout de même qu'on peut encore l'éviter à condition de s'en donner les moyens. On a appris ce week-end que Joe Biden avait promulgué une loi qui écartait le risque d'un défaut de paiement des États-Unis, qui échapperait ainsi à la banqueroute. Est-ce que pour vous, on est sauvé d'affaire aujourd'hui ? On a retardé la crise, c'est clair. C'est ce que je disais dans cet article. Je disais que le détonateur de cette crise pourrait être
l'absence d'accord sur le plafond de la dette américaine. On a retardé, mais comme je disais tout à l'heure, la dette américaine augmente et on ne fait que procrastiner. Au lieu de faire un grand virage pour aller dans la bonne direction, on continue d'aller dans la même direction, on allège le bateau pour qu'il continue à courir, toujours dans la mauvaise direction, et on courra à la catastrophe. Donc, plus la dette mondiale augmente, plus la crise est retardée, mais plus la crise qui viendra inévitablement sera grave, sauf si on fait ce grand virage qui nous permettra de réorienter l'économie et d'éliminer la dette par la croissance de l'économie de la vie. Ben, ce sera le mot de la fin, l'économie de la vie versus l'économie de la mort que vous évoquez dans cet ouvrage, Le monde mode d'emploi, paru chez Flammarion. Merci Jacques Attali de nous avoir accordé ce soir le grand oral des GGMO. Merci de votre Je voudrais invitation. remercier Barbara Lefebvre Merci de et votre Yves Lefebvre et Yves Doré qui étaient en duplex tous les deux avec nous depuis Paris. Et quant à moi, je vous retrouve évidemment demain soir pour le débat des grandes gueules. D'ici là, rendez-vous sur notre page Twitter, GGMO-I24. À demain.